Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors, guerre en Ukraine, Covid, problèmes géopolitiques, est-ce que tous ces sujets ont une incidence sur la satisfaction des clients, entre autres? Pour échanger sur ce sujet, on va débattre avec Nadine Garabet, qui est directrice générale de INIT, qui est un institut d'études marketing, et Christophe Benavent, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors peut-être une première question pour Nadine, pour contextualiser. Est-ce que vous pouvez nous donner quels sont les différents critères qu'on a pour mesurer la satisfaction client et quels sont les indicateurs clés? Alors, pour mesurer la satisfaction des clients à l'égard des entreprises, il y a 4 indicateurs majeurs transverses à tous les secteurs. Le premier indicateur, c'est la satisfaction globale, qui permet de mesurer si un client va être fidèle à une marque ou pas. Le deuxième indicateur, qui est relativement connu, c'est le fameux NPS, dit autrement la recommandation, qui lui permet de mesurer si l'entreprise est capable de recruter des nouveaux clients via le buzz que font les clients actuels qui sont contents et qui donc vont recommander la marque. Un troisième indicateur que j'aime beaucoup, c'est la volonté de renouveler ses achats ou de renouveler son contrat ultérieurement, qui permet d'anticiper les hausses et les baisses de chiffre d'affaires potentiels futurs de l'entreprise concernée, dont on mesure la satisfaction client. Et puis un quatrième indicateur qui est un peu corrélé à la satisfaction globale, il est un peu plus secondaire, c'est le Customer Effort Score, c'est-à-dire le taux d'effort que fait le client pour voir sa demande traitée par une entreprise. Donc ça, ces 4 indicateurs, c'est des indicateurs qui sont transverses globalement à tous les secteurs. Et après, on a des indicateurs de satisfaction détaillés qui sont très spécifiques à chaque secteur. Donc par exemple, dans le domaine de l'assurance, ça va être le montant des cotisations, l'étendue des garanties, la gestion des remboursements et la gestion des sinistres. Pour un industriel, par exemple, B2B dans le câble, ça va être la relation commerciale, la logistique, les délais de livraison. Pour un acteur du retail, ça va être les prix, la possibilité de commander soit en ligne, soit en magasin. Ça va être l'organisation des rayons. Voilà, donc on a à la fois des indicateurs clés un peu transverses à tous les secteurs, mais aussi on a des indicateurs de satisfaction détaillés qui sont vraiment spécifiques à chaque secteur. D'accord, donc là on est bien effectivement sur les sujets de satisfaction liés à l'entreprise. Tout à fait. Avant de faire le lien, Christophe, avec les facteurs internes ou externes qui pourraient influencer la satisfaction, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, quand on parle de facteurs internes et externes, de quoi parle-t-on ? Là, ce dont on parle, c'est plutôt ce qu'on va appeler des chocs exogènes, si on parle en économie, c'est-à-dire des changements assez brutaux et importants dans l'environnement qui peuvent être liés à l'économie, des chocs de croissance ou au contraire de décroissance, un choc inflationniste comme on vient le connaître, mais aussi des chocs géopolitiques ou des catastrophes au sens pur et dur, comme on l'a connu avec le Covid. Alors après, si on prend le point de vue des économistes, ce que je ne suis pas, mais ce qu'on doit avoir en tête, c'est que les satisfactions des consommateurs en général sont liées à leurs anticipations. Donc quand se produit quelque chose, que ce quelque chose est relayé par les médias, il devient un signal. Et ce qui va devenir déterminant du côté des consommateurs, c'est comment ce signal est interprété. Est-ce qu'il est interprété comme une dégradation des conditions de vie à venir, et notamment du salaire, ou au contraire sera neutre, On peut avoir des grandes catastrophes qui n'ont aucun impact sur les comportements. Et puis là, on est dans cette logique traditionnelle des anticipations. Est-ce que demain je vais gagner autant ou moins qu'aujourd'hui? Et selon mon jugement, je vais ajuster ma consommation et je vais ajuster ma satisfaction dans la vie. Alors dans la vie, c'est un petit peu différent de ce qu'on vient d'évoquer juste avant. C'est plus le sentiment de satisfaction à l'égard de l'ensemble des modes de vie, dont la satisfaction. Et ça, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle l'économie du bonheur. Aujourd'hui, il y a des indicateurs dans le monde entier qui mesurent ça. Bon, on va clôturer le sujet là-dessus. Le résultat est très très clair. Plus on gagne d'argent et plus on est heureux, de manière générale. Mais quand on gagne vraiment beaucoup d'argent, comme le cas des pays occidentaux, là on observe une décorrélation entre la satisfaction dans la vie et le niveau de revenu effectif. D'accord. Alors on ne va pas s'interroger est-ce que l'argent fait le bonheur, Nadine, mais par rapport à ce que vient de dire Christophe, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de secteurs d'activité
qui ont été impactés par l'environnement et surtout dont les indicateurs de satisfaction étaient à la baisse. Est-ce qu'il y avait une corrélation du coup entre ce qui se passait dans l'environnement, dans le contexte économique, géopolitique, et les indicateurs de satisfaction ? Oui, j'en ai plusieurs avec des facteurs externes qui peuvent impacter la satisfaction à la baisse ou à la hausse. Alors je vais commencer par le positif, les impacts à la hausse, et ça va rejoindre un peu ce que disait Christophe. Le premier exemple que j'ai envie de citer, c'est la sortie du Covid en fait. Lors de la sortie du Covid, je co-dirige un institut de sondage qui est spécialisé en baromètres de satisfaction. On fait près d'une centaine de baromètres par an pour des entreprises du CAC 40 et des entreprises plus petites. Et on a constaté à la sortie du Covid qu'on avait des résultats de satisfaction qui étaient en hausse de façon assez notable, de façon 3, 4, 5 points. Et pas du tout parce que ces entreprises avaient forcément mieux accompagné leurs clients pendant la phase Covid, mais parce que en fait, tout le monde sortait du confinement en 2021, donc tout le monde était heureux de revivre. Et mécaniquement, on a eu des résultats de satisfaction sur beaucoup de nos baromètres qui ont été en hausse. Alors en plus, les entreprises qui ont mieux accompagné leurs clients pendant le Covid, en étant plus présents, plus empathiques, plus bienveillants, et ou en ayant aussi, et qui étaient plus en avance au niveau digital, ont plus progressé que d'autres. Mais même celles qui sont un petit peu moyennes, on a eu des résultats à la hausse. Alors ça, c'est le côté positif. Alors par contre, après la sortie du Covid, justement, et puis cette phase un peu euphorique, c'était l'inverse. Après, tout le monde est un peu retombé sur terre, voire par terre, parce qu'on est depuis un an, 2 ans, dans un contexte qui est quand même assez anxiogène. Alors avec, effectivement, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien, la hausse du panier moyen de courses qui est quand même en hausse de quasiment 20% en 2 ans, ce qui est absolument énorme. La hausse de l'électricité, l'essence. Donc là, le constat, c'est au contraire un impact des indicateurs de satisfaction à la baisse. Et là, j'ai plusieurs exemples sur des secteurs, mais beaucoup de secteurs sont impactés. Premier exemple dans le domaine de l'assurance, et notamment tout ce qui est assurance de dommages. Notamment tout ce qui est gestion de sinistres. Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de sinistres, et notamment inondations, tempêtes, etc., qui amènent à une hausse des sinistres et qui amènent au fait que les assureurs, concrètement, les experts en assurance sont plus saturés. Donc les délais de gestion des sinistres augmentent avec des pénuries de matières premières et de main-d'œuvre et de pièces. Et du coup, tout ce qui est gestion de sinistres est en baisse en termes de satisfaction pour les assureurs. Un deuxième exemple, c'est dans le secteur des laboratoires pharmaceutiques, la pénurie de médicaments, pénurie de médicaments qui entraîne effectivement des pharmacies et des officines qui sont moins satisfaits des laboratoires pharmaceutiques parce qu'elles se retrouvent en rupture de stock face à des patients qui attendent par exemple leur antibiotique. Et par ricochet, du coup, les patients qui ne sont pas contents. Exactement, les patients qui ne sont pas contents. Donc, baisse aussi de certains indicateurs sur les laboratoires pharmaceutiques. Un troisième exemple dans le secteur des mutuelles, pour lequel je travaille beaucoup. Globalement, depuis quelques années, la sécurité sociale se désengage pour faire porter une partie de la prise en charge des remboursements de soins par les mutuelles. Or, les mutuelles, elles sont aussi coincées parce qu'en même temps, parallèlement, elles ont des contraintes de solvabilité, elles ne sont pas censées faire des bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles répercutent cette prise en charge complémentaire qu'on leur demande sur les cotisations. Résultat, la FNMF, la Fédération nationale des mutuelles, l'a annoncé fin d'année. La hausse moyenne sur 2024 des montants de cotisation sur la couverture santé, c'est 8%. C'est absolument énorme. C'était 4% en 2023. Donc, conséquence générale sur tout le secteur. Mais là, moi, je travaille beaucoup pour des mutuelles. Je présente des résultats de satisfaction qui sont en baisse de quasiment 3, 4, 5 points. Donc, c'est des baisses qui sont assez conséquentes. Et on voit bien qu'entre le réchauffement climatique, la pénurie de médicaments, pour un distributeur aussi, la hausse des prix moyens du panier moyen de course, tout ça, forcément, hausse des cotisations, ça a des impacts très clairs sur les indicateurs de satisfaction des entreprises. Donc on voit bien que sur la partie entreprise, effectivement, l'environnement a un impact sur les taux de satisfaction. Et Christophe, comment, à votre avis, l'économie joue sur l'attribution des normes ? Alors, ça, c'est un peu l'explication. Bon, là, les faits qui viennent d'être rappelés sont totalement cohérents, en tout cas avec ce qu'on connaît dans la littérature. Ça va dans le sens général. Après, on peut rentrer plus dans le détail sur les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai parlé de signal, c'est déjà une partie. Le premier élément, c'est de bien comprendre ce qu'est la satisfaction. La satisfaction, c'est une comparaison entre ce qu'on espère comme consommateur et ce que l'on obtient, donc la qualité perçue.
grosso modo. Donc on a deux jugements, et c'est la comparaison de ces deux jugements qui va produire un sentiment de satisfaction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment des variations économiques importantes, des chocs économiques, chocs exogènes, comme j'ai dit, un choc d'inflation, comme on vient de le voir, peuvent affecter les attentes. Donc, si on nous annonce que l'économie va aller mal et que les salaires ne vont pas augmenter et qu'on s'attend à une réduction de salaire, il est très clair qu'on va repenser la composition de notre panier d'achat. Donc, c'est ce à quoi on a assisté, en fait, récemment, de manière extrêmement violente, puisque on voit que des secteurs comme le bio, qui apportait un supplément d'âme et de moralité aux gens, a totalement disparu de la consommation. On voit bien que dans les pratiques commerciales des distributeurs, aujourd'hui, on est devant un mur de promotion. Donc le prix est le plus important. Donc on voit très bien qu'effectivement, cette anticipation d'événements à venir amène les consommateurs à avoir des critères de choix tout simplement différents. Quand ils valorisaient la qualité, la santé ou des éléments positifs, aujourd'hui ça se focalise uniquement sur le prix. Donc on réduit notre niveau d'attente, paradoxalement, ça pourrait augmenter des niveaux de satisfaction. Puis l'autre mécanisme, c'est tout simplement par la qualité perçue. Et la qualité perçue, les Américains sont beaucoup plus directs. Je suis surpris d'ailleurs, ce ne soit pas dans les grands indicateurs, c'est la value, c'est la valeur. Et c'est le rapport qualité-prix. Le jugement qu'on sur un objet, il est essentiellement une comparaison relative par rapport à un prix donné. Donc quand on est par exemple dans une période d'inflation comme celle-ci, tout le monde a absorbé naturellement l'information, s'adapte. Pour la moitié des gens, il n'y aura pas d'augmentation de salaire ni de baisse de salaire. Il y aura des baisses pour 30% et des augmentations pour 20%. En gros, en tout cas, d'un point de vue psychologique, c'est ce qui est perçu, c'est la structure. Eh ben, la valeur perçue, si un produit augmente moins que les autres, et même s'il est de mauvaise qualité, il va être une source de satisfaction croissante. Quand une marque très connue qui aura fait le rattrapage de profit, c'est un des autres traits économiques de la période qu'on a vécue. Les marques ont rattrapé les pertes qu'elles auraient encourues pendant la période Covid, et c'est un des moteurs d'ailleurs de la croissance. Il y a des marques qui vont se vendre extrêmement cher, dans l'alimentaire 20-30% plus cher, vont voir leur valeur, leur qualité-prix se réduire considérablement et être une source d'insatisfaction. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, Christophe, Nadine, comment on fait pour mieux maîtriser, ou en tout cas mieux interpréter les résultats d'une analyse quand on est comme ça dans un contexte qui est mouvant ? Alors, on arrive quand même à capter des choses dès qu'on est sur des baromètres de satisfaction, puisqu'on c'est des baromètres qui sont faits à fréquence régulière, tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 6 mois. Alors il y a plusieurs façons. La première façon, ça peut être de poser une question dans le questionnaire, lors du recueil, demander à la fin du questionnaire la météo du jour, dans quel état d'esprit est le consommateur à ce moment-là, dans quelle humeur il est, et d'analyser les résultats en fait en termes de comparaison par rapport à la vague précédente, pour voir si le taux de pessimiste ou d'optimiste a augmenté ou a diminué. Et après, analyser les évolutions de satisfaction sur les optimistes, sur les pessimistes. Ça peut être une première solution. Alors, pour tout vous dire, on le met très peu en œuvre dans les sondages, quand même, pour des questions de longueur de questionnaire, mais je connais un institut qui l'avait fait, qui mettait systématiquement une question d'humeur à la fin du questionnaire. Ça, c'est la première façon. Après, on a plusieurs autres façons lors de l'analyse. La première chose, c'est la connaissance du secteur. Parce que quand on travaille sur plusieurs acteurs d'un même secteur, au bout d'un moment, quand on voit les mêmes phénomènes et les mêmes indicateurs clés qui sont en baisse, comme la perception du prix, par exemple, ou les délais, quand c'est les mêmes indicateurs qui sont touchés et que ça se reproduit sur plusieurs acteurs d'un même secteur, on se dit bien que l'impact, il est commun à l'ensemble du secteur et que c'est des facteurs externes qui jouent et pas le manque de qualité fourni par l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi les échanges avec les commanditaires d'études, qui connaissent quand même bien leur marché, avec qui on discute, qui nous disent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans l'année, lors de la dernière année, quelles actions ils ont mis en place. C'est la deuxième façon. Et puis la troisième façon, c'est dans ce genre de contexte, en termes d'indicateurs à analyser, on se base beaucoup moins justement sur la satisfaction globale ou le NPS, et beaucoup plus sur les indicateurs de satisfaction détaillés qui dissèquent l'ensemble du parcours. Pourquoi ? Parce que les indicateurs clés, justement, satisfaction NPS, ils sont très volatiles. Ils sont volatiles pourquoi ? À juste titre, parce qu'ils sont posés au tout début d'un questionnaire. Donc quand on commence un questionnaire, effectivement, c'est ces indicateurs-là qui récupèrent le mécontentement latent lié à des hausses de prix, un contexte économique, des facteurs externes difficiles. Et du coup, c'est les indicateurs qui bougent le plus.
Donc très volatile. Alors que par contre, quand on analyse effectivement tous les indicateurs détaillés spécifiques à un secteur donné, on arrive à identifier sur la vingtaine, la trentaine d'indicateurs, effectivement, quels sont ceux qui ont le plus bougé et pourquoi. Quand c'est le prix, on se doute, et quand il y a un contexte économique, on sait que c'est le contexte. Les délais de livraison, ça peut être pareil suivant les secteurs. Et ça permet quand même d'analyser les résultats et d'identifier ce qui est de l'ordre des facteurs externes et des facteurs internes parce que l'entreprise a mis en place des plans d'action, a amélioré ses process ou au contraire a eu des problèmes de process qui ont fait que les résultats sont à la baisse. Donc c'est des choses quand même qu'on arrive relativement à maîtriser. Est-ce que, Christophe, par rapport à ce que vient de dire Nadine, vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous avez d'autres moyens de mieux maîtriser, interpréter les résultats quand il y a un contexte mouvant? Non, moi je suis globalement tout à fait d'accord avec Nadine. Il faut repondérer, il faut réajuster en fonction des circonstances. Maintenant, il faut des outils pour ça. Nous n'avons pas en France, en tout cas, d'outils universaux de mesure de la satisfaction, comme il existe avec les ESRI de Fornell aux États-Unis. Donc, ils ont des séries très très longues et sectorielles de satisfaction qui sont disponibles. Oui, ce serait utile d'avoir ça pour suivre un petit peu plus. Mais je pense que dans les années qui vont venir, on va avoir d'autres indicateurs qui vont proliférer avec l'intelligence artificielle, le NLP, etc. Non, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est ne pas oublier le point de vue des consommateurs et la question relative. Donc, lorsqu'on est un consommateur, à un moment donné, on peut être amené, à cause des circonstances, à modifier ses critères de choix et ses répartitions, mais d'un consommateur à l'autre, les effets peuvent être très différents. Donc si vous êtes un consommateur aisé qui traversez la période, c'est absolument insensible. 20% de prix plus cher sur l'alimentaire qui représente 10 ou 12% de la consommation, ça ne pèse pas. Et ça ne conduira pas à des remises en cause des normes, justement. Par contre, si on a un ouvrier ou une employée au SMIC strict avec un peu de monde à la maison et où la question alimentaire, c'est le reste de liberté, mais qui est extrêmement contraint par les autres postes, il est très clair que là, on va avoir des changements qui seront beaucoup plus importants. Okay, donc on en revient aussi au sujet de la marque et à la cible à laquelle elle s'adresse. Et alors justement, une fois qu'on se dit ça, Nadine, est-ce qu'il existe des moyens de contourner les effets de l'environnement vis-à-vis des clients ou des clients des clients? Alors, oui, alors pour limiter effectivement l'impact des facteurs externes sur la satisfaction pour les entreprises, elles ont plusieurs façons d'agir. La première façon d'agir, le premier levier, c'est la communication avant tout. C'est expliquer. Expliquer pourquoi à un moment on est obligé d'augmenter ses tarifs, ou pourquoi il y a des problèmes de livraison. Alors communiquer, ça n'enlève pas les insatisfaits, mais par contre ça en permet d'en adoucir certains. Voilà. Ça calme pas tout le monde, mais ça permet quand même d'apaiser un peu les choses. Et alors pour donner deux exemples en termes de communication que j'ai pu rencontrer, en satisfaction, et ça dans tous les secteurs, quand on explique à un client pourquoi il a un retard de livraison, déjà quand on l'informe qu'il va y avoir un retard et quand on lui explique pourquoi, il est moins irrité qu'un client qui a un retard de livraison et qu'on n'informe pas, qui est obligé de partir par lui-même à la chasse aux infos pour savoir quand est-ce qu'il sera livré et le pourquoi son colis n'est pas arrivé. Et il y a des écarts de satisfaction qui sont très nets, qui peuvent être de 5 à 10 points. Alors dans les deux cas, ils sont irrités, mais dans un cas, il est beaucoup moins irrité que dans l'autre. Donc on voit que la communication, ça accompagne quand même. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple que j'ai envie de citer, que j'ai rencontré récemment, sur le secteur des mutuelles. Alors une mutuelle qui avait augmenté ses cotisations, notamment sur les contrats collectifs d'entreprise qui couvrent les salariés, a choisi de mettre en place une cellule dédiée où 2-3 collaborateurs ont appelé les entreprises concernées pour expliquer la hausse des tarifs. Et la communication a été très bien accueillie, à tel point que dans le baromètre de satisfaction mis en place, il y avait une hausse de quasiment 6-7 points sur le niveau d'information pour expliquer le renouvellement des garanties et des tarifs. Et il y avait une hausse sur la satisfaction globale des entreprises concernées, qui étaient clientes, de 2-3 points. Et l'ironie de l'histoire, c'est que par contre, les commerciaux de la mutuelle, eux, étaient contre la mise en place de cette cellule en disant que le fait d'appuyer dessus, d'appuyer sur la hausse, etc., au contraire, ça allait être contre-productif. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le fait d'accompagner la hausse des prix, de l'expliquer, a permis qu'elle passe mieux
que le fait d'envoyer un montant de cotisation en disant mais voilà, c'est 10% de plus et puis merci, au revoir en fait. Voilà. Donc la communication joue beaucoup, donc ça c'est un premier levier en tant que tel. Après, un deuxième levier, et ça que je constate, c'est d'être bon sur le cœur du métier, hein, sur toute la relation client. Hein. Mon constat, c'est que les baisses de satisfaction liées aux facteurs externes, elles sont plus marquées quand initialement l'expérience client délivrée par l'entreprise est moyenne. Quand il y a déjà un certain nombre d'irritants, mais dans un contexte économique difficile comme celui-ci, l'entreprise est encore plus impactée par les facteurs externes. Alors que celle qui délivre une bonne expérience client, où les clients sont globalement satisfaits, elle va être moins impactée. Et justement, son rapport qualité-prix que vous évoquiez, Christophe, hein, le fameux pricing power, il est préservé. En fait, le rapport qualité-prix est préservé parce qu'au-delà de ça, il y a une qualité apportée qui est au rendez-vous. Et donc, elles sont impactées aussi, ces entreprises-là, hein, qui ont une meilleure expérience client, mais elles le sont moins. Celles qui sont le plus impactées, c'est celles qui sont justement très moyennes en termes d'expérience client. D'accord, donc la communication, l'expertise en tout cas sur les sujets relations clients. Pour terminer, Christophe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, pour les moyens de contourner les effets de l'environnement? Deux choses. D'abord, confirmer tout à fait ce que disait Nadine, et simplement en soulignant qu'il y a une variable clé qu'on n'a pas évoquée là-dessus, qui est la confiance qu'on a dans la marque, et qui est l'amortisseur. Hein. À quoi sert une marque? Pas à vendre plus, mais à faire accepter des prix plus élevés. Voilà. C'est la fonction fondamentale de la marque. Alors, l'autre petite chose, c'est pour revenir à une discussion de préparation. Il y a des cas un petit peu averses ou qui ne rentrent pas dans le cas de la catastrophe économique ou autre, hein, qui sont simplement des changements d'environnement concurrentiel. Alors moi, j'ai en tête un exemple, c'est celui de Free. Quand Free est rentré sur le marché de la téléphonie mobile, donc une décision importante à l'époque donc de l'ARCEP, si je ne me trompe pas, qui ouvre un nouveau canal, donc déjà c'était une décision importante, et puis une stratégie de Free qui s'est appuyée sur ce qu'il faisait dans le domaine de l'Internet, donc s'appuyant sur une clientèle très communautaire, assez geek, bricoleuse, autonome, et a amené une offre qui, d'un point de vue tarif, a complètement bouleversé les normes. Naturellement, l'offre et la qualité de la relation client de Free étaient d'une qualité bien moindre que celle des concurrents historiques, Orange en partie, mais pendant 3 ans, Free a raflé tous les podiums de la relation client, etc. Et là, il y a une espèce de paradoxe. Comment, avec une relative mauvaise qualité comparativement, on réussit à avoir une meilleure satisfaction? Tout simplement, Free a changé le système des attentes. Et que lorsqu'on s'attendait à payer du 40, 60, 80 euros pour un abonnement, d'un seul coup, on a appris que pour 15, 20 euros, enfin, moi j'ai toujours l'abonnement, 15 euros, on peut avoir un équivalent fonctionnel, pourvu qu'on se débrouille un peu. Bien, merci à tous les deux. Moi, je retiens que oui, l'environnement a un impact sur la satisfaction des clients, en tout cas sur les indicateurs. Je retiens que la confiance, c'est quand même le socle pour que cet impact soit à peu près maîtrisé. Merci à vous deux, merci à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.